J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue au balado Export Impact, une série sur les entreprises qui prennent des risques, qui rêvent grand et qui ont un impact au-delà des frontières canadiennes, donc un impact mondial. On oublie souvent qu'on est tous reliés par un réseau de plus d'1 million de kilomètres de câbles sous-marins posés au fond de l'océan. Ces câbles transmettent des grandes quantités de données, environ 1/3 de la vitesse de la lumière. Selon l'endroit où vous vous trouvez, c'est peut-être grâce à ces systèmes que vous entendez ma voix en ce moment même. En fait, c'est sûrement grâce à ces systèmes. Mon prochain invité s'y connaît en matière de câbles Internet sous-marins. Nicolas Chinapi est directeur des contrats et de la gestion des risques chez IT International Telecom, l'une des quelques dizaines d'entreprises au monde à offrir ce type de service. Leur travail s'étend sur près de 30 ans et a touché plus de 65 pays. Nick et moi parlons de défis en constante évolution auxquels sont confrontés les projets sous-marins, la manière de rester compétitif sur la scène mondiale et de la recherche d'un équilibre entre la prospérité des entreprises et la santé du climat. J'espère que vous apprécierez. Donc, avant de plonger littéralement dans le vif du sujet, j'aimerais comprendre ce que fait exactement IT International Telecom. Donc, vous posez des câbles sous l'eau, c'est pas une mince affaire. Expliquez-nous un peu comment ces câbles sont installés exactement, à quoi ressemble le processus, Nick. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, IT International Telecom, nous possédons 3 navires câbliers qui installent et réparent des câbles fibre optique sous-marins. Donc, le processus, dans le fond, le câble est directement posé du navire jusqu'au fond marin. Des fois, c'est installé sur le fond, loussement, ou c'est enfoui par une charrue. Et comme vous avez dit, ces câbles sont responsables pour 90 à 98% des échanges de données mondiales. Donc, c'est peu connu parce que la pensée générale, c'est que toutes les communications se passent par satellite, mais c'est faux. Tout se passe dans l'eau. Sous l'eau? Sous l'eau, oui. Donc, dans le fond, toutes les données bancaires, les réunions Zoom qu'on a, les réunions Teams, tout ça se passe grâce à vos câbles, entre autres. Pas les nôtres, mais l'industrie de câbles sous-marins, oui, c'est bien ça. Donc, toutes les commandes en ligne, toutes les rencontres qui se fassent de nos jours, qui ont été accélérées par la pandémie, tous les échanges bancaires, tous les achats et les ventes d'actifs dans les échanges financiers se font grâce aux câbles fibre optique sous-marins qui ont pour but d'échanger des données à très, très haute vitesse, aussi responsables pour primordialement les télécommunications, mais aussi pour télémédecine qui est très populaire de nos jours. Il y a des applications militaires sur les câbles, des applications éducationnelles. Donc, vraiment, tout se passe par les câbles et ça démontre à quel point on est très dépendant sur les réseaux fibre optique sous-marins. Si pas pour ces réseaux, ça serait un très, très différent monde qu'on connaîtrait aujourd'hui. Notre vie serait vraiment différente. C'est littéralement fascinant. L'entreprise fait aussi autre chose, je pense. Parlez-moi d'études de bureau ou d'études marines. Oui, effectivement. Donc, pour installer un câble, il faut passer de diverses étapes. Donc, la première étape, c'est de faire une étude documentaire, ce qui est vraiment comme une étude de faisabilité qui se fait de nos bureaux. Donc, on fait des recherches et aussi on visite les sites d'atterrissage où le câble atterrit et joint les réseaux terrestres. Donc, ça, c'est en premier lieu une étude documentaire. Après l'étude qui a pour but de définir une route préliminaire de point A à B ou de point A, B, C, D, E, F, G, dépendant de combien de villes ou villages qui veulent se connecter. Après, on déploie un navire qui fait des recherches marines, donc qui
collectionnent de l'information sur le fond marin. Le but de ça, c'est de confirmer la route. La prochaine étape, lorsque la route est confirmée, quand je dis la route est confirmée, c'est en théorie sur papier, donc il y a des coordonnées X, Y, Z, quel type de câble, quelle longueur de câble, combien de couches de protection qui sont besoin dépendamment des régions, des géographies, comment le câble est à risque. Après ça, on passe par envoyer une commande au fabricant parce que notre compagnie, on fabrique pas de câbles, mais on est des installateurs. Donc, on pose les commandes. Ça peut prendre 6 mois à 1 an pour la fabrication de ces réseaux et par la suite, on installe les câbles. Donc, ça passe par 4 étapes et entre tout ça, il y a la gestion globale des projets et il faut obtenir des permis de diverses autorités pour faire des études de fonds marins et aussi pour la pose et l'installation du câble. J'imagine au niveau légal, il y a quand même des instances qui doivent agréer un peu la pose d'un câble. On ne peut pas aller poser son câble en plein milieu de l'océan comme ça, sans permis, j'imagine. Exactement, c'est bien vrai, on peut pas poser les câbles n'importe où. Il faut, je vais utiliser Canada, par exemple, il faut des approbations de Transport Canada, il faut des approbations de Environnement Canada, le département de pêche et océan. Ça, c'est au côté fédéral, puis après, chaque province ont leur propre département qui sont responsables de émettre des permis. Donc, et ce processus-là peut prendre aussi d'1 an à 2 ans pour le temps que on soumet les applications jusqu'à l'obtention des permis. C'est tout un processus qui doit se faire. Qui sont vos clients? En fait, c'est les grands de la télécommunication? C'est bien ça. Donc, les grands de la télécommunication, ils sont responsables pour une grande proportion de notre chiffre d'affaires. On fait beaucoup de travail pour les militaires partout dans le monde. La communauté scientifique aussi, parce qu'il y a des applications scientifiques, des applications marines pour écouter les mammifères marins, ou aussi, pas prédire, mais pour détecter, par exemple, des tremblements de terre. Les câbles fibre optique sous-marins peuvent faire ça aussi. Donc, c'est pas uniquement des grandes compagnies de télécom mondiales, mais aussi d'autres applications, comme j'ai dit, scientifiques, militaires, aussi les installations pétrolières en haute mer, eux aussi, ils ont besoin de câbles fibre optique pour communiquer avec leur bureau parce que, comme vous savez, ces plateformes-là sont peut-être à 300, 500 kilomètres des côtes et donc, il n'y a pas moyen qu'eux autres peuvent communiquer avec une Internet haute vitesse sans nos câbles. Donc, je dirais, ces 4 ou 5 marchés-là qui sont responsables pour les demandes dans l'industrie. Et de nos jours, on voit, c'est assez nouveau, je dirais, ça fait 10 ans que les gros géants de l'Internet comme Facebook, Google, Microsoft, Amazon, ils veulent se dépendre de moins en moins des grandes sociétés de télécom et eux autres installent leur propre câble. Pas avec leur navire, donc Oui, ils engagent des compagnies comme nous autres et la concurrence, mais ils veulent leur propre câble, leur propre fibre. Ils veulent pas dépendre des compagnies, des géants de télécommunications. Donc, ça aussi, c'est un nouveau marché. C'est vrai, ils sont responsables de nos jours pour des systèmes de grande envergure partout dans le monde. Donc, ils sont en train de connecter l'Asie avec les Amériques avec l'Europe et l'Afrique. Donc, oui, ils sont responsables pour une grande proportion du marché global. Donc, de ce que je comprends, vous touchez plusieurs secteurs. Donc, pas juste là, justement la télécommunication. Là, on parle du secteur militaire, secteur scientifique, secteur marin, même la détection des tremblements de terre là, qui peuvent avoir, on le sait, des effets quand même incroyables là, sur les populations. Vraiment impressionnant.
Donc, la société a été lancée en 1995. Comment votre secteur a-t-il évolué au cours des 30 dernières années? C'est une bonne question. Donc, heureusement, 2 fondateurs sont toujours, parmi nous ici. Ils travaillent, dans les opérations de jour à jour. Heu, Qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment la demande pour nos services. Vous pouvez imaginer en 1995, il y avait pas beaucoup de cellulaires, le smartphone n'existait pas. Donc c'était vraiment le début de l'internet comme on le connaît Mhm. et puis, il y a eu vraiment une explosion sur la côté de demande de l'équation. Aussi avec plus de câbles dans le fond marin, il y a plus de bris sur les réseaux et ce qu'on fait aussi, on installe et on répare des câbles sous-marins aussi. Donc ça, c'est un gros changement. Aussi, on voit qu'avec le changement climatique, il y a de plus en plus d'événements dévastateurs. On a parlé déjà des tremblements de terre, mais aussi des ouragans. Les ouragans, pas en très haute mer, mais près des approches, près des côtes où c'est très peu profond. C'est des vagues de 30 pieds de hauteur, de 10 mètres de hauteur. Ça cause les câbles qui sont posés ou même enfouis à bouger sur le fond. Et ce qui fait, c'est ça cause de la friction, du frottement Mhm. entre la câble et le fond marin. Les fonds marins, c'est pas comme les plages aux Caraïbes, pas partout. Ça peut être très rocheux. Ça va être maintenu par des robots, des plongeurs, juste pour que je me figure un peu l'affaire. Mhm. Donc, ça dépend sur l'environnement. Donc, lorsqu'on fait nos études, on détermine s'il y a un besoin d'enfouir les câbles ou non. Et si c'est déterminé qu'il faut enfouir parce que, à cause des considérations environnementales, parce qu'il y a beaucoup d'activités maritimes comme la pêche ou Mhm. comme des grands navires de cargo, par exemple, où il y a des risques élevés d'ancrage, là, on détermine que oui, il faut bel et bien enfouir les câbles avec, et on a des charrues. C'est des outils assez gigantesques qui peuvent pénétrer le fond marin de 1 à 2 mètres de profondeur. Donc, ça, c'est un peu la science derrière s'il faut enfouir le câble ou si c'est simplement posé sur le fond. Le processus de réparation, ça dépend. Si c'est très, très près des côtes, dans des eaux peu profondes, on peut récupérer ça avec des plongeurs. Donc, on coupe les câbles, on les remonte à la surface grâce à des plongeurs. Si c'est plus profond, disons de 20 pieds à 30 pieds, on déploie nos navires qui peuvent récupérer les câbles avec un ancre. Donc, tu peux imaginer un ancre géant. Mhm. Donc, ça coupe. Le câble est déjà brisé. Donc, on Mhm. déploie un ancre spécial qui peut couper, récupérer le câble à la surface et on fusionne un câble nouveau De là le réparer. pour le réparer, oui. Donc, avec plus de câbles dans le monde, il y a plus de demandes pour des réparations et avec plus de changements climatiques, il y a plus de bris, il y a plus d'activités de pêche, on consomme de plus en plus de poissons. Donc, il y a plus en plus de navires de cargo. Pour répondre à votre question, tout un changement de 1995. La dynamique est très, très différente aujourd'hui. Puis j'imagine plus récemment, avec la pandémie, il y a peut-être eu justement soit des opportunités ou peut-être des obstacles. Oui, je dirais les deux. On va commencer par les défis. Donc, donc, c'était pendant la pandémie, je dirais spécialement au début, pendant la première année, où il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau gouvernemental. Toutes les restrictions dans les aéroports et dans les ports maritimes ont vraiment changé la façon d'entamer un projet parce que euh, notre équipage, par exemple, il travaille sur c'est périodique. Donc, par exemple, il travaille 4 semaines
sur les navires, puis après, ils vont à la maison pour 4 semaines. Ça, c'est un exemple. Les membres d'équipage, ils prennent des vols pour rejoindre les navires, dépendamment de la localisation du navire. Donc, par exemple, on avait un projet au Chili, en Amérique du Sud, ce qui est approximativement à 20 à 30 jours de navigation en mer pour le bateau. Donc, les membres d'équipage, il fallait qu'on fasse un changement d'équipage parce que les membres étaient à bord pour 30 jours, 40 jours. Les membres d'équipage ne pouvaient pas faire un échange au port de Chili parce que les ports, ils acceptaient pas d'étrangers pour se Parce que, rendre à parce que tous l'aéroport. ces gens-là sont Canadiens. C'est des gens qui volent du Canada jusqu'au Chili. On a une belle mixité, donc il y a des Canadiens, il y a aussi des non-Canadiens à bord. Donc, oui, tous ces membres, ils devraient rester sur les bateaux pour une autre 20 à 30 journées. Et ça, on a encouru des coûts parce que Oui. pour déployer un bateau de, par exemple, Santiago au Chili jusqu'au port à un port maritime au Canada, c'est 30 jours de transit. Pour l'essence ça prend beaucoup d'essence. C'était très, très, très difficile pour l'équipage au niveau, je dirais, Moral? santé morale, santé Ouais. mentale. Déjà, il y a un défi familial que tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine maritime, c'est déjà très, très difficile d'être, pas être à la maison pour des périodes de longues périodes de temps. Et ça l'a ajouté une autre complexité au niveau de la compagnie pour nos autres projets, pour la morale de nos employés. Donc ça, c'était tout un défi pendant la pandémie. Il n'y avait pas de vol. Tous les avions, plus ou moins, ils pouvaient pas voler d'un pays à l'autre. Donc, c'était un vrai casse-tête et je dirais, à un point, on parlait de la COVID à chaque jour au bureau et comment trouver des solutions pour progresser nos projets. C'était peut-être au-delà de ce qu'on aurait pu prévoir là, dans notre modèle d'affaires, mais j'imagine aussi, vous avez parlé tantôt d'opportunités. J'imagine justement, là, grâce à tout le monde qui est devenu, dans le fond, en télétravail, les Zooms, etc., j'imagine que ça a créé une certaine demande. Exactement. Donc, plusieurs gouvernements à travers du monde, il y avait, avant la COVID, comme but de connecter par exemple au Canada, tous les Canadiens et Canadiennes, de les connecter d'ici l'année 2030. Donc ça, c'était un but fédéral avant la pandémie. Donc, il y avait déjà beaucoup d'investissements par les divers gouvernements. Le Canada n'est pas le seul. Aux États-Unis, ils ont les mêmes programmes, objectifs aussi en Europe. Donc, ça l'a, dans le fond, accéléré les déploiements d'investissements. Et ce que ça l'a fait aussi, il y avait presque un moment où tout le monde au niveau mondial a déterminé que comment on est dépendant sur les réseaux de télécommunication et comment c'est important que tout le monde soit connecté pour le travail, pour l'éducation, pour dans le fond, dans tous les domaines. Parlons un peu d'exportation, hein. Haïti a réalisé des travaux dans plus de 65 pays, quand même très impressionnant. Quel a été votre premier projet à l'étranger? Quand et où ça s'est passé? C'est une bonne question. Je dois l'admettre que je ne sais pas. Mais on a Vous avez travaillé. connecté Montréal puis Laval? Non, pas encore Montréal-Laval parce qu'on a des ponts, heureusement, mais je peux dire dans les 5 dernières années, on a travaillé au Maroc, au Guyane, en Amérique du Sud, en Alaska, en Grenade, Saint-Vincent, Colombie, donc en Europe, en Grande-Bretagne, France. Donc, on travaille vraiment partout dans le marché international. Puis donc, compte tenu de votre portée mondiale, justement, puis du fait que vous opérez dans des pays qui ont des politiques et des pratiques commerciales différentes, c'est quoi les facteurs juridiques, les facteurs de risque qui entrent en ligne de compte? J'imagine que les formalités administratives là, doivent être
pas du pareil au même d'un pays à l'autre. Vous êtes dans la gestion de risque. J'imagine que ça, c'en est un, peut-être pas un risque, mais quelque chose à prendre en compte. Comment vous négociez avec ça, là? Comment vous faites? Dans le fond, c'est une bonne question et ça rend le travail intéressant parce que il y a pas 2 projets qui sont le même. On travaille dans différents pays, on connecte des différentes villes, villages, pays, régions, provinces. Donc, il y a toujours un aspect différent d'un projet à l'autre. Comme j'ai dit tantôt, au Canada, il faut des approbations de différentes autorités. C'est le même principe ailleurs dans le monde. Il faut une grande considération, c'est les risques politiques aussi. Mhm. Donne-moi un exemple, Euh, peut-être, là, d'un risque politique, par exemple, juste pour bien donc, comprendre. un risque politique, par exemple, si c'est un projet où les fonds, c'est une initiative gouvernementale, par Mhm. exemple, et le gouvernement est pas connu pour être très, très stable, Mhm. et il y a une élection dans la prochaine année ou 2. Donc, l'élection peut changer la donne sur le projet. Le projet peut tomber à l'eau. Effectivement, ça peut tomber à l'eau et de nos coûts, gestion des risques, ça peut coûter des millions, des dizaines de millions de dollars. Ça, c'est risque politique que je dirais, c'est un risque assez élevé. Donc, avant qu'on signe un projet, durant la phase de négociation, il faut vraiment faire nos études Mhm. et il y a des produits qu'on peut acheter, des produits assurance qui sont disponibles sur le marché. EDC nous aide beaucoup avec votre produit de crédit d'assurance. Mhm. Donc, ça nous permet d'assurer nos comptes recevables et peut-être sans cette assurance, sans cette couche La d'assurance de sécurité, plus, là, ouais. de sécurité, peut-être on signerait pas autant de contrats. Mhm. Comme vous le savez, pas de risque, pas de croissance. Donc, EDC nous supporte dans ce contexte-là énormément avec leurs produits Mhm. d'assurance crédit. Mais oui, pour revenir aux questions initiales, comment est-ce qu'on gère ça? C'est du cas par cas OK. et il faut compter sur notre expérience et Mhm. sur notre gestion d'affaires pour vraiment assurer qu'on est couvert. Vous êtes une dizaine d'entreprises dans votre secteur. Est-ce qu'il existe des programmes ou des services sur lesquels vous comptez pour maintenir votre compétitivité à l'échelle mondiale? Le domaine, parce qu'on est seulement une dizaine, peut-être une vingtaine si on compte les marchés asiatiques au Moyen-Orient, c'est pour être la concurrence est très, très forte. Mmh. Il faut, dans le fond, on est plus ou moins plus petit que les autres compagnies. Donc, on a une certaine flexibilité. On est une société avec des actionnaires privés. Donc, on prend des décisions très, très rapidement. Ou est-ce que notre concurrence sont plus larges comme société, donc plus d'étapes ou de niveaux pour recevoir des approbations. Donc, je dirais ça aussi. On prend des décisions après assez rapidement. On est flexible et on est comme une boutique et non une grosse boîte. Donc, ça, on a une petite niche dans le marché. Mmh. Est-ce que Euh, ça fonctionne par appel d'offres, j'imagine, puis vous pitchez là, finalement? Oui, oui, donc ça dépend. C'est soit des appels d'offres où on travaille avec des plus petites entreprises comme des startups qui veulent OK. comme des startups qui veulent connecter une petite île, par exemple, une petite île touristique. Et avec ces plus petites compagnies, on travaille avec eux comme partenariat. Mais oui, je dirais la plupart parce que c'est des gros investissements. C'est souvent par appel d'offres. C'est pas n'importe qui peut s'inventer, là, dans votre secteur. Je veux dire, ça prend énormément, j'imagine, une énorme quantité d'équipements. Les équipements, en tout cas, semblent extrêmement coûteux. Comment vous équilibrez justement le financement de cet équipement-là?
On utilise la plupart du temps nos profits à l'interne pour investir constamment dans nos équipements et aussi on dépend comme tous les entreprises, c'est pas unique à notre industrie, mais sur nos partenaires financiers comme les grandes banques ou comme EDC. C'est un autre produit qu'on a avec EDC, c'est du financement. Mais c'est très important parce que si, par exemple, on fait une dizaine de projets par année, on peut penser ça à des projets de construction d'infrastructures. Si notre équipement fonctionne pas pour, par exemple, un ou deux projets, ça rend l'année très, très difficile. Donc, il n'y a pas question de pas investir. Il faut toujours investir dans nos équipements. On achète toujours des pièces de rechange. On fait toujours des upgrades dans nos équipements. Sur une échelle de temps, en fait, un projet type prend à peu près, quoi, 6 mois, 1 an? Là, si le financement est en place, puis le client, donc on signe un contrat, mais je dirais en moyenne, ça prend de l'étape d'étude jusqu'au produit final, ça prend 2 ans en moyenne. Ce qu'on voit pas de notre côté, c'est financement du projet du côté client. Donc, le client, par exemple, une des grandes compagnies télécom au Canada, eux autres, ils se disent, OK, on doit combler une demande de point A à point B. Eux autres, ils font leur propre étude avec le réseau terrestre, peut-être, et déterminent s'ils ont un cas pour effectivement construire un câble fibre optique. Leur financement, ça peut prendre du temps aussi, ça dépend de la société. Donc, mais de notre part, dès qu'on signe un contrat, en moyenne, ça prend 2 ans. Parlons de responsabilité sociale, environnementale. Les préoccupations environnementales, c'est un élément dont toute entreprise doit tenir compte aujourd'hui en 2023, mais je pense que c'est particulièrement vrai pour une entreprise comme IT International, dont la majeure partie du travail concerne les océans, les voies navigables. Par exemple, vous avez un projet qui se déroule dans l'Arctique cet été. J'imagine qu'il y a une très courte période pendant laquelle les travaux peuvent se réaliser dans le Grand Nord. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ce projet et de l'aspect environnemental là, qui est tenu en compte dans la réalisation de ce projet-là? Oui, donc le projet est dans l'Arctique canadien, ici au Québec. Ça consiste de connecter 6 à 7 communautés dans la région Nunavik, OK. au nord du Québec. Et c'est très sensible côté environnemental, là où comme partout dans le monde. Et ce qu'on fait, rien ne se passe sans des permis. On comprend que on va pas nous pointer sur le lieu d'atterrissage et dire on est ici, on va poser votre câble. Il y a beaucoup de processus en avant-plan qui se font avec l'environnement, avec les autorités aux Environnements Canada, département de pêche et océan, ce qui est aussi une autorité fédérale, qui sont responsables pour tout ce qui est de la faune, flora, mammifères marins. Euh, donc, il faut des approbations de ce côté-là. La plupart du temps, ces approbations, c'est au niveau client, mais on peut pas installer ou faire aucun travaux sans ces permis-là. De notre côté, avec les navires, il faut que les navires, c'est les obligations de nos assureurs, des autorités qui sont responsables pour la navigation de nos bateaux. Donc, tout doit être, comme on dit en anglais, in class par les diverses autorités qui sont responsables de dire si oui ou non le bateau peut naviguer. Donc, là, le client, juste pour comprendre, c'est le gouvernement québécois ou c'est les communautés du Grand Nord? C'est les communautés du Grand Nord. Le câble va passer de où à où? Ça va connecter 6 à 7 communautés dans le Grand Nord. Donc, c'est dans la région Nunavik. Ah, ça va les connecter entre elles? Entre elles, OK. exactement.
Donc, quand vous avez un projet, est-ce qu'il y a justement une phase où on réfléchit sur comment atténuer votre impact sur l'environnement? Oui, c'est pendant la phase des permis avec Environnement Canada et Pêche Océan. Par exemple, on a fait une étude du fond marin en 2021 dans le fleuve du Saint-Laurent. Et puis, une des mesures d'atténuation recommandées par les autorités était d'installer un petit système qui permet d'écouter au fond marin pour écouter aux mammifères. Et ça, c'est opéré par des spécialistes, des biologistes marins qui sont à bord du navire et qui écoutent avec l'équipement spécialisé, qui peuvent écouter sous l'eau pour voir si oui ou non il y a des espèces marines en proximité du navire. Parce que le câble de fibre optique émet certaines ondes. C'est pas le câble, c'est le navire qui peut émettre des bruits, des vibrations. Aussi l'équipement, quand on fait des recherches marines, l'équipement émet, c'est sonore. Mm-hmm. Donc, les fréquences sont peut-être trop haut ou trop bas. En fait, troubler les baleines ou dans leur direction. Ouais. Exactement. Donc, dans le permis qu'on a obtenu, il y a eu des mesures d'atténuation et qui étaient une condition pour entreprendre les travaux. Et puis, les conditions étaient, comme j'ai dit, il fallait installer des équipements spécialisés pour écouter la mer, dans le fond, et voir s'il y avait quelque chose dans la proximité. Et aussi, une autre condition, c'était d'avoir des spécialistes à bord qui avaient pour but de voir s'il y avait des baleines à proximité, exactement. Parlant justement de conditions, au niveau des conditions de travail, comment vous assurez là, qu'à bord de vos navires, les gens sont en sécurité? Donc, il y a beaucoup de mesures de sécurité. On a un grand département de sécurité, de santé, de qualité pendant le projet. Ils sont combien à peu près sur le navire? Ça dépend. Notre navire, l'Intrépide, qui mesure 115 mètres de longueur, a en tout temps entre 60 et 80 membres d'équipage. Petit village. Ouais, un petit village, oui, effectivement. Et puis, notre plus petit, entre 30 à 40 en tout temps. Donc, oui, c'est des petits villages. Il faut que l'équipage mange, il faut qu'ils sont en confort, il faut les équiper avec de l'Internet pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un des navires? Non, pas encore. J'ai pour but d'aller. J'étais supposé aller dans le mois de août en 2018, mais il y avait la naissance de mon premier petit gars, donc ça a dérayé les plans, mais c'est quelque chose que je dois faire. En tout cas, c'est réellement fascinant ce que vous faites. J'en ai appris énormément aujourd'hui, puis je comprends à quel point nous sommes tous dépendants et interdépendants du système que vous mettez en place dans les océans. C'est vraiment fabuleux et fascinant. Merci vraiment beaucoup, Nick, pour cette conversation. Merci aussi de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le balado sur l'impact des exportations. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous, notez-nous, laissez-nous un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. On se revoit dans 2 semaines. Ce balado est présenté à titre informatif uniquement et ne constitue aucune forme de conseil ou de recommandation, qu'il soit financier, comptable, d'investissement, juridique, fiscal ou autre conseil personnel, commercial ou professionnel. Les informations fournies dans ce balado n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par EDC et aucune représentation ou garantie expresse ou implicite n'est faite par EDC concernant son contenu, sur lequel personne ne devrait se fier de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit.
EDC n'est pas responsable de toute perte ou dommage causé par ces informations, leurs utilisations ou la confiance de quiconque en elles, et EDC n'a aucune obligation de les mettre à jour ou de corriger leur contenu. Ce balado ne remplace pas un soin et une vérification raisonnable et les auditeurs sont responsables de rechercher leur propre conseil professionnel indépendant concernant le contenu de ce balado ou toute autre question connexe. De plus, ce balado ne doit pas être interprété comme une approbation ou une recommandation de EDC ou comme une forme quelconque de promotion, d'offre de vente ou de recommandation d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Bien que l'hôte et les invités soient les clients de EDC, les opinions exprimées dans ce balado ne soient pas celles de EDC ou de ses administrateurs, dirigeants, employés, sociétés affiliées ou filiales.